If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. And you ain't black. If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. And you ain't black. Black. If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. And you ain't black. If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. And you ain't. How could you ever fix your mouth or your fingers if you're typing to say that you are part of the resistance when your political position is adopted by the educational elites, and the academic, of course, elites, the economic elites, and the entertainment elite? So everything that we consume in terms of media, your political or social opinion is adopted by them. Alors déjà, cher Philippe, Davos, c'est quoi? On y fait quoi? Qui y fait quoi? Davos, ça existe depuis des dizaines d'années. Effectivement, c'est Klaus Schwab, hein, l'écrivain du livre, qui l'a créé et qui en est le patron. Et les membres sont en fait les plus grandes sociétés multinationales et on y discute, on y infuse sur les idées, on influence tous les ans à la même époque. Vous allez à la lettre A et là, vous avez 50 entreprises. Et c'est pas n'importe lesquelles. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. Adecco, Apple, Alibaba. Donc, vous voyez l'influence qu'ils peuvent avoir, et c'est l'influence qu'ils essayent de développer à Davos, mais comme dans d'autres réseaux, hein, puisque Davos n'est qu'un réseau parmi d'autres. Tout le monde est partant pour le grand reset. Enfin, presque tout le monde. Il y a un gars qui a le pouvoir de faire quelque chose pour arrêter ça, et vous savez exactement de qui je parle. Et ils ont fait une erreur quand ils ont essayé de mettre Trump de leur côté. Ils ont invité Donald Trump à Davos, 2 fois je crois. Mais en janvier, quand Donald Trump a vraiment commencé à voir la bête qui se dressait contre lui, il est allé à Davos, oui, au Forum économique mondial, et il leur a fait un énorme doigt d'honneur. Nous nous sommes engagés à préserver la majesté de la création de Dieu et la beauté naturelle de notre monde. Mais pour embrasser les possibilités de demain, nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de l'Apocalypse. Ces alarmistes exigent toujours la même chose, le pouvoir absolu de dominer, transformer et contrôler chaque aspect de nos vies. Nous ne laisserons jamais les socialistes radicaux détruire notre économie et ruiner notre pays. 2 jours après que Donald Trump ait donné ce discours, un gauchiste de 89 ans, l'étrange milliardaire George Soros, a fait une intervention d'urgence à Davos une fois de plus, avertissant que les élections américaines de 2020 détermineraient, je cite, le sort de notre monde. Au départ, ça avait une influence moyenne, c'était pour améliorer les relations, le patron Bill Gates y allait sans doute pour essayer d'ouvrir le marché chinois, discuter avec Xi Jinping en lui tapant en lui disant que peut-être il y avait des choses à faire, ou d'autres dirigeants. Et puis, ça a pris de l'ampleur, et la preuve en est quelque chose, c'est un article absolument extraordinaire. Quand Bernard Arnault conseille Joe Biden par Challenge le magazine, un groupe de personnalités réunies par le patron de JP Morgan, la grande banque, pour réfléchir à l'ère post-Trump, selon le New York Times. Il figure Tony Blair. Qu'est-ce qu'il a à faire à conseiller les Américains? Des anciens secrétaires d'État à la Défense, on comprend mieux. Le français Bernard Arnault et le patron du géant de la santé, Johnson & Johnson. En fait, le document qu'ils ont préconisé, qu'ils ont préparé, qui préconise des sorties de crise pour les problèmes de l'Amérique, circule, d'après Challenge, dans l'équipe Biden, etc. Et donc, ça a une influence certaine sur l'équipe Biden. Et d'ailleurs, étonnamment, ça reprend des idées assez proches, c'est très connexe, c'est très connecté avec ce que dit Klaus Schwab. Donc, ils pensent sans doute tous de la même manière. Voilà. Ils ont infusé les uns dans les autres. Si tu veux, ça veut dire quand même que c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que tu as des classes politiques occidentales qui ne pensent pas, qui sont conseillées par des classes
économiques qui ne pensent pas plus. Mais par contre, ils savent gagner de l'argent. Alors ça, ils savent très bien gagner de l'argent, ils savent faire du business, mais par contre, ils ont décidé aujourd'hui de ne plus rester sur le business et de s'étendre à beaucoup de choses. C'est vrai que ça donne un bouquin qui est assez catastrophique. Maintenant, puisqu'on parle de Davos, jetez un coup d'œil une fois de plus. C'était un mois après que Donald Trump s'est adressé à Davos et leur a fait un doigt d'honneur. Voici ce que le pape François et l'économiste Jeffrey Sachs ont répondu. C'est un pays dangereux en ce moment. Il sera absolument dangereux si Trump est réélu. François a invité ce type au synode sur l'Amazonie en tant qu'invité d'honneur et conseiller. Il est aussi conseiller de Bernie Sanders. Qu'est-ce qu'il fait au Vatican? Pourquoi ce type qui est un promoteur, pour le socialiste pur et dur Bernie Sanders, se retrouve en tant que conseiller pour le pape? Pourquoi a-t-il ses accès au Vatican? Pour le pape François et pour ses amis à l'ONU, c'est évidemment Donald Trump le problème. Je considère clairement l'administration Trump comme un danger pour le monde, mais tel que je le vois, comme un phénomène purement temporaire, qui disparaîtra en 2020. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi il y a tant de haine envers Trump? Parce que malgré tous ses défauts, il est capitaliste, il n'est pas mondialiste. Il ne sera jamais l'un d'entre eux. C'est pourquoi il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'entreprise de Bill Gates. Et maintenant, il menace de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce. Il frappe les vaches sacrées des Nations unies dans le monde entier en ce moment même. L'Assemblée générale vote couramment à 185 voix contre les États-Unis sur presque tous les sujets désormais. Il dit bon, on a fait la mondialisation, le forum de Davos, et moi je suis pour et je vous le dis depuis 40 ans. Mais en fait, c'est une catastrophe. Ça a tout détruit. C'est beaucoup l'environnement, les gens, c'est totalement inégalitaire. Et il précise même que c'est invendable politiquement. Il le dit à ses amis, c'est pas pour nous le bouquin. C'est invendable politiquement. Donc en fait, ce qu'il faut faire, puisque nous, on profite de la mondialisation contre les peuples qui sont en colère, en agitation sociale folle, c'est qu'en fait, il faut la continuer de façon un peu différente, un tout petit peu atténuée, et tout va bien se passer. Voilà ce qu'il dit à ses amis de Davos. Le camp opposé, les ennemis, il les cite, c'est le nationalisme rampant. Le patriote, le nationaliste rampant. Voilà. Bien sûr, Trump, le Brexit. Trump évidemment, puisque Trump voulait casser d'une certaine manière la mondialisation. En tout cas, il voulait développer les États-Unis indépendamment de la Chine, au lieu d'être en symbiose où il finissait par perdre. Le Brexit aussi, c'est le mal, les souverainistes. Le mal, et le peuple, finalement. Parce qu'en fait, le peuple, la démocratie est problématique, vieux problème germanique. Et vous vous souvenez, puisqu'on parle des Nations Unies, en novembre 2019, juste avant que le coronavirus arrive, Trump est allé aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, et il a déclaré la guerre au mondialisme. Les dirigeants avisés mettent toujours le bien de leur propre peuple, de leur propre pays, en premier. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. Peu après le discours que Donald Trump a livré à l'ONU, que s'est-il passé? Le coronavirus s'est répandu dans le monde, et l'économie américaine qui était en plein essor a été mise sous assistance respiratoire. Que pensez-vous qui soit le plus important, amiral? Que le président interdise très tôt tout déplacement en Chine, où la pandémie a commencé? Ou Joe Biden, qui qualifie cette même action de xénophobe? Qu'est-ce qui est le plus important? La restriction des voyages, à partir de la Chine puis de l'Europe, a été une mesure essentielle pour ralentir l'arrivée des individus infectés dans le pays. Sans blague. Amiral, j'apprécie votre travail, j'apprécie tout ce que vous faites. Du bon sens. Une approche sensée de tout cela, contrairement à ce que nous voyons de la part des démocrates. On ne peut pas laisser les gens aller aux funérailles de leurs proches, mais oh mon Dieu, nous pouvons nous joindre à des milliers de personnes pour protester. Le maire Garcetti peut marcher devant des milliers de personnes, s'agenouiller devant elle sans masque, c'est très bien. Mais oh, si vous allez sur une plage vide, il veut que quelqu'un vous balance et vous dénonce au gouvernement. Et je suppose que vous recevez une sorte de récompense. Peut-être qu'il distribue des rubans ou des certificats ou quelque chose pour les gens qui dénoncent leurs voisins. Je ne sais pas, mais j'aimerais un peu de bon sens. J'aimerais voir une certaine cohérence par rapport au premier amendement, à la Constitution, quand il s'agit de ces maires démocrates et de ces gouverneurs démocrates à travers le pays.
Christophe Castaner, George Floyd, il y aura des manifestations un peu partout en France aujourd'hui, obsèques de George Floyd aux États-Unis. Est-ce que ces manifestations sont autorisées ? Alors, elles ne le sont pas dans les faits parce qu'il y a un décret du Premier ministre dans le cadre de la deuxième phase du confinement qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Mais comme je l'ai dit hier dans mon discours, je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. Depuis la mort de George Floyd le 25 mai dernier, la quasi-totalité du monde occidental est plongée dans une polémique qui n'a presque pas cessé d'enfler. En particulier en France, puisque cette polémique a contribué à alimenter celle liée à la mort d'Adama Traoré en 2016, au point même de s'y confondre pour les partisans les plus opportunistes. Ces polémiques sont un terrain singulièrement fertile pour le développement et la promotion des concepts phares des théories décoloniales et indigénistes, comme le racisme systémique, le privilège blanc ou encore la fragilité blanche. Voilà le tableau initial auquel a eu droit le Français moyen devant sa télévision, même en zappant. De la mort de George Floyd, vous le savez, Michel Simès, bonsoir. Dites-moi, on est beaucoup à avoir vu cette insoutenable vidéo où un policier blanc appuie son genou sur le cou de George Floyd. Respectez les gestes barrières, restez, chers citoyens noirs américains, toujours à plus d'1 mètre d'un policier, ou alors faites comme Michael Jackson, devenez blanc. Bye, have a great time. Bref, après un tel lancement parfaitement en prise avec le réel, les autres médias ont assuré le service après-vente en faisant la promotion du discours indigéniste en lui donnant une légitimité et une image positive. Nous ne laisserons pas la France tranquille tant qu'il y aura des injustices. Le discours fort d'Aïssa Maïga contre les injustices au rassemblement pour Adama Traoré. Les mots forts de Christiane Taubira pour la famille d'Adama Traoré. La France est un système répressif où la violence policière est impunie. La clique d'Anal+, avec Assa Traoré, justice et vérité. Les gendarmes ont aidé Adama à mourir, pas à vivre. Assa Traoré, une femme puissante. C'est beau quand même l'invisibilisation systémique de la femme noire oppressée. Le passeport français a été créé pour l'esclave noir. Que ça vous dérange ou pas, c'est ainsi. Quand l'esclave noir sortait dans la rue, on avait droit de la battre. Adama Traoré sort dans la rue sans sa pièce d'identité, on la bat. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Après, ces médias ne se contentent pas de jouer les porte-paroles des indigénistes, ils leur cèdent carrément la place ou deviennent sinon les acteurs eux-mêmes de l'indigénisme. Exemple avec Assa Traoré, devenue pour l'occasion rédactrice en chef de l'un des plus beaux torchons. Exemple avec Vice qui nous a invités à faire ruisseler l'argent du bon côté, c'est-à-dire du côté qui n'est pas blanc. Exemple encore avec Topito qui nous a pondu un article formidable qui demande aux blancs de checker leurs privilèges, entre autres bons conseils. Si une personne non blanche dénonce une situation de racisme, la moindre des choses est d'accepter ce ressenti et d'adapter son comportement. Si quelqu'un fait part de son expérience avec le racisme, le plus important est de ne jamais invalider ses propos. Sauf si ce quelqu'un est blanc naturellement, là vous pourrez lui dire que c'est un fragile qui raconte n'importe quoi. Et si, ce faisant, vous avez besoin d'arguments, il vous suffira de suivre les recommandations idéologiques des universitaires déconstructivistes promues là encore par les médias mainstream. Privilège blanc, race, Black Lives Matter, le sociologue Eric Fatson nous aide à y voir plus clair. Il aide surtout le camp du bien à détourner son attention du réel pour qu'il puisse supporter les contradictions dans lesquelles le progressisme le plonge toujours plus profondément. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Comportez-vous comme des humains. Nous, on n'est pas des blancs. Nous sommes humiliés. Which is bad enough, but it turns out that Black Lives Matter's message of racial harmony isn't quite what it seems either. Take a look, for example, at what Yusra Kogali, co-founder of Black Lives Matter's Toronto chapter, had to say about white people in a Facebook post a few years ago. Whiteness is not humanness, she posted. In fact, white skin is subhuman. White people are recessive genetic defects. This is factual. White people need white supremacy as a mechanism to protect their survival as a people because all they can do is produce themselves. Black people, simply through their dominant genes, can literally wipe out the white race if we had the power to, she wrote. Those X's, by the way, if you're reading on the screen, weren't typos. Kigali used them in place of A's to make sure that the word M-A-N didn't offend any feminists who might be reading her post. Very considerate, don't you think? I mean, think about it. We just celebrated Martin Luther King's birthday, a man who is associated with color blindness. Judge me by the content of my character, not the color of my skin. That is what the civil rights movement used to be about. Today, the civil rights movement is about Black Lives Matter. Not all lives, Black lives. Say it, or I'm coming after you. We've turned the King sensibility on its head. I mean, that's where we are as a country, and that's where the left is.
as a country. Je pense que Black Lives Matter, aujourd'hui, est un slogan qu'on a accolé à la réalité de mobilisation qui, à la base, n'avait rien à voir avec un processus d'être beaucoup plus inclus dans ce système néolibéral occidental. C'était une démarche simplement aspirant à faire cesser les brutalités policières. Mais quand on rajoute le slogan, quand les médias progressistes occidentaux prennent ce slogan et l'accolent sur la réalité de manifestations qui n'ont rien à voir à la base avec ce slogan, on se retrouve avec une démarche qui vise quelque part à dire « Hey, les Blancs, la vie des Noirs compte ». Au XXIe siècle, c'est indigne de dire ça. Au XXIe siècle, moi, je n'ai pas besoin de dire aux Blancs que la vie des Noirs compte. Mais tout à fait, apparemment, aux États-Unis, au XXIe siècle, il importe encore aux Noirs de dire que Black Lives Matter. Moi, je parle avec beaucoup de militants afro-américains. Beaucoup sont dans la démarche de compter sur eux-mêmes plutôt que de compter systématiquement sur la réalité du gouvernement ou du système américain. Tout le monde ne veut pas aller au mangeoire du système américain en tant que tel. Et Black Lives Matter, je vais vous dire, puis synthétiser, c'est l'instrumentalisation néolibérale de la cause noire. Ils disent clairement qu'ils ont un problème avec le peuple parce qu'ils ont fait n'importe quoi dans cette mondialisation, qui est hyper inégalitaire, destructrice, et même de l'environnement, des emplois des gens, et aussi destructrice de leur santé mentale. Ils le reconnaissent clairement. Et que ces méfaits terribles ont provoqué la colère populaire, les gilets jaunes en France et tout un tas de choses, et qu'ils en ont très peur. Et que la réaction du peuple, qui est de dire on veut du populisme au sens noble, hein, parce qu'il y a tous les populismes possibles, c'est-à-dire au retour où on écoute le peuple, un peuple politique qui a le droit de s'engager en connaissance de cause pour son destin, de choisir les représentants qu'il souhaite pour qu'elles deviennent leur élite, lui disent non, surtout pas ça. On va pas se battre contre tous ces gilets jaunes fascistes et fachos et qui ont, depuis quelques semaines et depuis quelques jours, ont eu des propos racistes. Donc on va reprendre le terrain aussi et... Il cite même les gilets jaunes en France, clairement, en disant cette agitation qui peut mener à une révolte et à un renversement. Donc, c'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce peuple? Je le brosse en 2-3 minutes, et après on y reviendra si tu veux. C'est un système mondial de surveillance pour le Covid, mais qui servira après quand même. Tenir en laisse les individus, que les individus acceptent quand même la baisse forte de leur niveau de vie, parce que ça va venir, parce qu'on peut plus faire de croissance, et qu'il faut sauver l'environnement pour mes copains. Il faut sauver l'environnement, puisque j'ai écrit ce bouquin, j'en suis tout à fait d'accord, mais pas de cette manière-là. On va faire un meilleur capitalisme mondialisé, c'est les mêmes qui vont le faire, hein, mais le patron de JP Morgan, tous les patrons de multinationales, régionalisé, et puis une gouvernance mondiale, c'est-à-dire que c'est nous, notre cour, qui allons gouverner tout ça, finalement, une gouvernance mondiale. Autre chose, plus d'inclusion, de sociétal, donc bien prendre en compte le racialisme Black Lives Matter. On parle carrément du mouvement avec beaucoup de sympathie. Évidemment, ça divise la société entre deux. Black Lives Matter, entre les Noirs et les Blancs, et les jaunes d'ailleurs, parce que pourquoi pas continuer à diviser tout le monde alors qu'on est tous des humains qui veulent vivre ensemble dans le même pays. Voilà. Les LGBTQ, comme ça, on divise les femmes entre femmes et lesbiennes et individus trans, hommes, etc. Voilà, tous les trucs qui permettent à la bourgeoisie, effectivement à cette bourgeoisie, de cacher les problèmes en divisant le peuple, évidemment. De la même manière que le confinement vise à empêcher l'unification des luttes prolétariennes, la lutte antiraciste a pour objet d'empêcher une unification du prolétariat universel. On crée des séquences mythologiques de restructuration capitaliste. Une féministe ne se bat pas pour l'abolition du salariat et de l'État. Un LGBT ne se bat pas pour l'abolition du salariat et de l'État. Un antiraciste ne se bat pas pour l'abolition du salariat et de l'État. Toute cette faune, tout ce zoo pathologique de la modernité capitaliste se bat pour avoir une place dans la réorganisation du capital. Donc toutes les mythologies du capital, antiracistes, féministes, homosexualistes, capitalistes vertes et bobos, sont des agents de transformation, de rénovation et donc de perpétuation du capital. Ça va péter. Péter. C'est dingue, on a presque l'impression d'avoir affaire à un système. The way I look at it is that identity politics is so cynically grafted on
by the billionaire and the corporate class. There's a reason they're all super woke. It's because they want it to be this way so that we don't talk about their power in our society. And I think this was a very cynical, like, the way this all happened is kind of crazy because it started out in the sociology departments in the 1970s of all of these crazy, you know, these from the from the 60s era. They were, you know, in these sociology departments, and they started cranking out all these absolutely crazy papers around, you know, feminism and identity politics, racial politics, all of that. And then what happened is that corporate America and other cultural elites, first of all, were being indoctrinated in the university system. They were going to go work at places like McKinsey and others, and they brought their racial politics and their identity politics with them. But that there had to be a recognition from the top, from people like Goldman Sachs. If Goldman Sachs, if the pressure on them is to stop the way that they trade derivatives or to put a black person on their board while they continue to, you know, do the derivatives trading, they're going to choose that every single time. Right. So they want to direct the conversation in that direction. It absolves them for the sins, both, you know, towards the economically disenfranchised in America, but it's also a very cynical tool. We actually do have an ideological frame. Myself and Alicia in particular are trained organizers. We are trained Marxists. We are super versed on sort of ideological theories. Ils m'ont contacté à travers Proton Mail. Et nous avons eu des échanges. Et un entretien a été organisé pour se rencontrer à Portland. Et pour vérifier que c'était moi, ils m'ont fait porter une chemise blanche en tenant une bouteille d'eau et je suis allé au Starbucks où une personne allait m'identifier et m'approcher. Et ils m'ont demandé qui j'étais et je leur ai dit. Et je les ai suivis à la destination où l'entretien allait se dérouler. Là-bas, nous sommes allés dans un endroit appelé l'Imperial. Ils avaient obtenu ces techniques d'espionnage et de renseignement de la part de quelqu'un d'autre, quelqu'un avec plus d'expérience, quelqu'un dont c'était le métier. Caroline, qui est la fondatrice de RCA, s'est déplacée en Suède avec son mari, qui a la double nationalité. Donc il y a un va-et-vient d'une connexion européenne. His problem is that the elections are still 10 months away. And in a revolutionary situation, that's a lifetime. Now today, we unmask undercover footage of their national organizer, the national organizer for Refuse Fascism, and we release footage that suggests who might even be funding their militant operation. We did apply for a grant from Soros at one point, just a long time ago. We actually did get a grant from them. There is going to be a need for thousands of people and then millions to come into the streets. We're trying to meet with Tom Steyer. We've been talking to his assistant. We're meeting with his main advisor on impeachment. I think he has political ambitions that he may actually want to not be directly connected. Ultimate vision is for people to break with their comfort and come into the streets day after day, night after night, in the hundreds of thousands until the millions, and not leave until they have to step down. The thing about this is that we see that this is not going to happen through normal channels because we are living in abnormal times. And the way we see this is that there is going to be a need for thousands of people and then millions to come into the streets and demand that the Trump-Pence regime must go. Le but là, dans l'immédiat, c'est de parasiter le mandat de Trump, voire de le faire tomber. Hein, c'est clairement ça. Si vous regardez l'évolution de Black Lives Matter, progressivement, c'est devenu quelque chose avec toujours plus de moyens, toujours plus de financement, ce qui lui permet maintenant de rayonner à l'international. Mais vous voyez que, par exemple, en 2016, a été fondé par la Fondation Ford, en fait, et un groupe qui s'appelle le groupe Borealis, un groupe philanthrope qui fait de la philanthropie, mais qui est la philanthropie à but politique, un fonds d'investissement, un fonds de management pour aider le développement du Black Lives Matter. Et qui vise à créer une campagne qui, sur 6 ans,
permettrait de collecter 100 millions de dollars pour le mouvement Black Lives Matter. Donc on voit qu'en fait il y a vraiment une volonté de pousser ça. Un article du Daily Mail, du 23 février 2021, révèle que le groupe Black Lives Matter, qui s'est distingué l'été dernier avec 7 mois d'émeutes incessantes et plus de 25 morts, a récolté 90 millions de dollars de dons, en 2020. Les dirigeants de BLM se sont bien gardés de révéler à l'Associated de presse les noms de leurs gros donateurs. Our cities are on fire. With riots in the streets and elections at stake, everything seems so organized. It's not a surprise that presidential campaigns might get involved. P.Z. Myers, Cornel West, Arturo O'Farrell, I mean, these are major figures in the arts and sciences who are definitely not revolutionaries, okay? And you'll see there's people, Hillary campaign people that refuse fascism, you know, because they see the danger. You have to create the kind of demand from below. For what? The kind of demand from below that the Trump-Pence regime must go. Le montant d'argent dépensé en voiture et en vacances pour les élitistes du Black Lives Matter est plus que méprisable. Les démocrates escroquent leurs propres électeurs en faisant la promotion de cette merde. Ironiquement, leurs émeutes de cet été ont probablement causé bien plus de dommages aux communautés noires que 90 millions de dollars. Brandon Tatum, 25 février 2021, a souligné que la divulgation du montant des dons récoltés par Black Lives Matter en 2020 s'est opérée grâce aux nombreuses dénonciations d'associations communautaires noires locales, s'étant plaintes de n'avoir reçu aucune aide financière. Black Lives Matter n'aide donc pas les communautés noires? Cela n'étonnera pas ceux qui étudient depuis longtemps ce mouvement qui a tout d'une arnaque néolibérale. And it's hilarious to see like the Antifa types or Black Lives Matter types to think of themselves as the resistance, right? And hashtag definitely post even Donald Trump, even before the whole George Floyd. And it was hashtag resist. You remember that? And they talked all this stuff last year, 2020. I keep forgetting that it's 2021. But all that noise they talk, resistance, resist, resist, resist. To that I ask, resist what? How could you ever fix your mouth or your fingers if you're typing to say that you are part of the resistance when your political position is adopted by the educational elites, and the academic, of course, elites, the economic elites, and the entertainment elite? So everything that we consume in terms of media, your political or social opinion is adopted by them. How could you be serious and present yourself as any resistance of anything? You are the establishment. Black, 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 black. You ain't black, 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 black. You ain't black. Come on, man. You heard about my ex-boyfriend, right? 50 Cent and his support of Donald Trump. Yeah, what's going on between you? I saw your tweets and I go, wait, what's happening? Because you said he was your favorite ex-boyfriend and then what does he do? He's supporting Trump? He says he doesn't want to pay 62% in taxes, which, by the way, isn't a plan of Joe Biden's. That's a lie. So he doesn't want to pay 62% of taxes because he doesn't want to go from being 50 cent to 20 cent. And I had to remind him that he was a black person, so he can't vote for Donald Trump, and that he shouldn't be influencing an entire swath of people who may listen to him because he's worried about his own personal pocketbook. So I haven't heard back from him yet, but I am willing to, you know, seal the deal in more ways than one if he changes his mind and publicly denounces Donald Trump. I might be willing to go for another spin, if you know what I'm talking about. I had to remind him that he was a black person. Ça va péter. Péter.